Daniel, depuis combien de temps vous êtes dans l'écosystème crypto? Ça fait combien d'années maintenant à peu près? De manière active et professionnelle, ça va faire 4 ans maintenant. Ok. Mais j'étudie la question d'un point de vue scientifique depuis bien plus longtemps. D'accord. Bon, bah justement, avec le recul que vous avez, vous, comment vous voyez l'arrivée, je dis potentielle, mais on sait qu'il va arriver, on ne sait juste pas quand, on ne sait pas si ça sera avant mercredi ou alors plus tard, comme le disait Pauline, plutôt au deuxième semestre de l'année. Quel regard vous avez sur cette arrivée potentielle d'ETF? J'ai un regard plutôt pluriel sur cette question-là, parce qu'au-delà de l'aspect, on va dire, réglementaire, c'est aussi un peu l'acceptation sociale de cet actif et d'arriver peut-être à un stade où il serait considéré comme les autres. Et moi, en fait, ce que j'observe, c'est Internet, au tout début, avait une presse un peu douteuse, mais dès qu'effectivement, on a vu qu'on pouvait faire du e-commerce et que les banques se sont rendues compte que c'était quelque chose d'extrêmement intéressant qui pouvait être exploité, avec lequel on pouvait faire beaucoup de choses, tout d'un coup, l'image que les gens avaient d'Internet a beaucoup changé. Moi, je remarque, par exemple, qu'avec l'arrivée de ces ETF, il y a notamment la publicité de Bitwise, qui est effectivement quelque chose de complètement paranormal qu'on ne pouvait pas imaginer avant, avec effectivement des choses qui mettent en avant ces actifs-là, qui mettent en avant naturellement l'écosystème qui va être autour de cela. Donc c'est vraiment à mes yeux, c'est un rapport différent qu'aura la population si jamais cet ETF passe, puisqu'on va le retrouver dans les brochures des comptes titres des différentes banques et des choses comme ça. Donc ça va devenir quelque chose de plus ordinaire. Finalement, pas mal de détracteurs qui jusqu'à maintenant étaient sceptiques, voire extrêmement critiques envers le Bitcoin, notamment les banques, vont se mettre à dire finalement, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal, et c'est surtout que d'une certaine manière, certains d'entre eux ont commencé à se positionner. Je pense notamment à la Société Générale, qui effectivement a été très avant-gardiste là-dessus, la Banque des Lubac, un peu moins connue, mais dont beaucoup de personnes sont passées par Alira et qui effectivement est très, très avant-gardiste sur ces questions-là. Donc pour moi, c'est réellement une question essentielle qui est en train de se jouer maintenant. Allons-nous considérer Bitcoin et plus tard d'autres cryptoactifs comme des actifs comme les autres? Bon, et puis il y a aussi, il y a pas mal de catalyseurs potentiels de ce marché cette année qui peuvent arriver. Donc, il y a l'arrivée de ces ETF, il y a les taux des banques centrales, comme on a parlé avec Alexandre Baradez il y a quelques instants, et il y a aussi le halving de Bitcoin qui aura lieu a priori en avril de 2024, parce qu'on ne peut pas avoir la date exacte pour l'instant, mais en gros c'est tous les 4 ans. Donc le nombre de récompenses pour les mineurs divisé par 2, ce qui augmente la rareté du Bitcoin. Dans les cycles précédents, s'en est suivi dans les semaines après un bull run, en tout cas un marché fortement haussier. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose cette année? Alors, figurez-vous que je n'ai pas de boule de cristal, mais on peut s'y attendre. Globalement, l'idée du halving, on va rapidement détailler ce que cela veut dire. Alors, on dit tous les 4 ans, mais pour être exact, ça devrait être tous les 210 000 blocs. Et l'horloge faisant bien les choses, on est aux alentours de tous les 4 ans. On s'approche donc du 840 millième bloc, et cela veut dire que le code va faire ce qu'il est censé faire, donc divisé par 2, comme vous l'avez bien souligné, la récompense des mineurs. Donc inévitablement, quand vous êtes dans un secteur où tout d'un coup l'offre est divisée par 2, il va y avoir naturellement certaines perturbations. Alors, le marché étant une machine à anticiper, peut-être que cela a déjà été totalement pricé, peut-être que la hausse vient aussi de tout cela. Mais en tout cas, ça va effectivement avoir un impact. Traditionnellement, ça en avait. Et on pourra aborder la question du halving un peu tout à l'heure pour rentrer un peu dans le détail. Oui, vous avez écrit un livre, Alice au pays des cryptos. D'ailleurs, Pauline, vous avez fait un article, d'ailleurs même plusieurs articles avec un certain nombre de livres que vous recommandez. Et Alice au pays des cryptos est dedans. Vous pouvez le montrer d'ailleurs. Bien sûr. À l'antenne, voilà. Donc si vous ne l'avez pas déjà acheté pendant les fêtes, vous pouvez l'acheter. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce livre, Daniel? Oui, très rapidement. Globalement, l'idée, c'est une demande qu'on m'a faite, la maison d'édition Édition Faubourg, que je me permets de saluer maintenant, qui m'a fait cet honneur, voulait en fait un ouvrage qui permette de vulgariser et de comprendre cet écosystème-là. Et il s'avère que des ouvrages qui expliquent comment fonctionne Bitcoin et l'impact économique qu'il peut y en avoir, globalement, il y en a beaucoup. Et j'ai donc décidé on a opté pour la bande dessinée parce que c'est un médium qui est quand même beaucoup plus accessible. Et on s'est beaucoup focalisé sur une chose qui, à mon avis, était assez peu abordée dans ce genre d'ouvrage, c'était d'expliquer ce que c'est que vivre un bull run. C'est-à-dire que si bull run est déclenché par le prochain halving, c'est bien mignon, on sait très bien ce que ça fait sur une charte graphique, mais qu'est-ce que cela veut dire au niveau de la communauté? Quel est le sentiment effectivement d'euphorie? Bull run, c'est un marché haussier. Donc là, ça veut dire que vous expliquez un peu le fonctionnement des cycles qu'il peut y avoir dans le marché crypto. Tout à fait. Les cycles crypto qui sont très particuliers, qui sont d'une certaine manière, en tout cas jusqu'à maintenant, rythmés par ce fameux halving de Bitcoin, et qui a ses codes et qui est extrêmement particulier. Donc vraiment, on a déjà un vocabulaire qui est très particulier, on a une approche qui est très particulière, il y a aussi un public d'investisseurs qui est très différent du public ordinaire, qui est souvent un public un peu plus jeune, qui, au-delà d'être accroché à un appât de gain, est aussi accroché à certaines valeurs, certaines choses importantes à leurs yeux. Et donc, ça génère un peu comme la machine à vapeur a généré
générer la culture ouvrière, disons que les technologies blockchain ont généré une forme de culture et il était intéressant pour moi, par l'intermédiaire d'Alice et les cryptos, de la faire découvrir au plus grand monde. Bon, et comme à chaque cycle, on a aussi des nouveaux entrants, des gens qui arrivent dans le marché. Alors là, est-ce qu'on est en bull run? Certains disent que oui sur le Bitcoin. Bon, le temps nous le dira. Mais en tout cas, Daniel, vous m'avez dit, quand on discutait là, juste avant de rentrer en plateau, finalement, c'est plutôt un bon moment pour les personnes qui ne connaissent pas cet écosystème pour s'y intéresser et y rentrer. Pour quelles raisons? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, je vois 4 alignements d'étoiles, 4 signaux qui sont plutôt positifs pour effectivement une motivation intellectuelle. Déjà, la couleur politique, la couleur réglementaire avec le fameux ETF, on a vu ça tout à l'heure. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a une deuxième couleur qui, pour moi, est très importante, c'est que ces cycles obéissent à des moments un peu calmes, qu'on appelle les bear markets, durant lesquels, effectivement, les projets peuvent travailler un peu plus calmement, sans avoir la pression des levées de fonds et ces choses-là. Et donc, on sort de 2 années de ce qu'on appelle du build, de construction, durant, en fait, ces protocoles ont pu travailler, on peut avancer, on peut régler les problèmes, les bugs que ces solutions avaient déjà. Donc on peut déjà souligner par exemple le retour de Solana qui est arrivé au top 5 des capitalisations boursières de crypto. Je n'ai même pas souvenir que ça a déjà été. Et ça c'est assez incroyable ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, alors je crois que Solana a pas mal souffert de l'affaire FTX. Ils étaient liés financièrement très étroitement, donc oui, c'est voilà, évident. C'est ça. Et là, depuis le plus bas, donc en quelques semaines, on a fait quoi, quasiment 1x10, je crois, sur Solana? Tout à fait. Alors, personne s'y attendait. En tout cas, j'imagine que ceux qui s'y attendaient étaient assez discrets. On a vu arriver, en fait, un deuxième DeFi Summer, c'est-à-dire une grande utilisation de la finance centralisée dans ce réseau-là. Il faut voir que Solana est ce qu'on appelle un Ethereum killer, c'est-à-dire une solution qui est censée concurrencer Ethereum sur la notion de plateforme. Et globalement, ce qui s'est passé, c'est que il y avait eu effectivement la crise d'FTX. Il faut dire qu'économiquement, ces deux entités étaient relativement liées. Donc, on avait peur que FTX brade ses derniers tokens pour effectivement pouvoir recouvrir ses dettes et que pour le coup le token de Solana en soit meurtri. Oui. Voilà, tout à fait. Et globalement, il y avait aussi quelque chose qui était, Solana tombait parfois en panne, avait des problèmes de robustesse. Ça semble avoir été corrigé en tout cas. Au-delà de cela, on a commencé à avoir aussi pas mal d'airdrops. C'est la troisième coloration que je voulais donner effectivement à cette partie-là. C'est-à-dire que globalement, des protocoles ont décidé que c'était le bon moment de partager une partie des tokens avant qu'ils soient lancés à la communauté, à celles et ceux qui... Donc voilà, un airdrop, c'est quoi? Comment on peut définir ça? C'est quoi? C'est une partie, c'est un projet Tout à fait. Qui pour récompenser certaines personnes qui utilisaient des projets connexes sur la blockchain, en tout cas qui faisaient du stacking ou certaines actions, qui donnent gratuitement des nouveaux tokens d'un projet au moment de son lancement, c'est ça? Tout à fait. Et on peut recevoir ça... Et pour y être éligible, il faut avoir fait certaines actions. Pour être éligible, il faut être acteur. On ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, l'idée, c'est que lors du lancement du token, qui est souvent lié à un projet, on dit souvent, si vous voulez quelqu'un s'intéresse à Bitcoin, vous lui en donner un tout petit peu, il va s'intéresser, le fameux skin in the game. Voilà. Là, globalement, on est dans la même logique. Lors de l'émission de ce token, une partie de ce token, plus ou moins grande, est partagée, directement droppée, comme un parachutage, c'est pour ça qu'on appelle ça un airdrop, aux acteurs, effectivement, qui montrent des signes d'activité dans le réseau. Donc ça peut être effectivement stacker une certaine quantité, ça peut être aussi faire des transactions, utiliser tout simplement des protocoles. Et les rumeurs, alors bon, j'ai aucune boule de cristal, mais les rumeurs disent qu'effectivement sur Solana il pourrait y avoir d'autres airdrops, ce qui fait aussi que certaines personnes se réintéressent à ce protocole-là dans l'espoir naturellement de bénéficier de ces cadeaux-là. Bon, et puis justement pour les nouveaux entrants dans ce marché qui commencent à arriver, mais d'ailleurs c'est intéressant parce que on voit que quand on fait des recherches sur par exemple Google Analytics et qu'on regarde le mot buy Bitcoin, ça a légèrement augmenté, mais pas autant que le cours du Bitcoin. Donc on voit que c'est pas réellement les nouveaux entrants qui ont fait la hausse. C'est soit des acteurs institutionnels, bon, on ne sait pas exactement, soit des gens qui étaient déjà là. On est d'accord, Daniel, là-dessus? Tout à fait. Bon, enfin, tout porte à le croire en tout cas. Voilà, mais pas mal de gens nous rejoignent. Quelle source d'information ils pourraient utiliser, sachant après la newsletter de Pauline Armandet et tous les articles que tu écris au quotidien, Pauline, et évidemment cette émission, on est là tous les jours à 15h et à 21h30. Daniel, quels conseils vous auriez à donner pour ces nouveaux entrants qui veulent s'informer et apprendre sur cet écosystème passionnant qu'est le Web3? Tout dépend en fait comment les gens vont se positionner. Si vous avez le sentiment que ça peut impliquer votre métier, donc soit ce sont au niveau des métiers de l'argent, au niveau des métiers de la confiance, et que vous dites que cet outil-là, au-delà de Bitcoin et les technologies blockchain peuvent me servir, tout simplement vous pouvez vous former. Il y a des organismes de formation qui font cela. Alira le fait depuis maintenant plus de 4 ans. Nous avons 1000 professionnels qui ont rejoint l'écosystème. Certains d'entre eux ont même eu l'occasion de s'illustrer chez BFM Crypto. Vous pouvez aussi tout simplement suivre les différents médias qu'on a. On a Cryptos, vous invitez ici souvent sous la personne de Valentin Demey, suivre
Bien sûr, BFM Crypto, bien entendu. Il y a Grand Angle Crypto qui se remarque aussi pour du contenu extrêmement qualitatif. Chez Alira, globalement, il y a des formations pour les développeurs, des formations pour le conseil en entreprise aussi, donc conseil blockchain qui permet d'accompagner et savoir si la transition de ces niveaux de technologie est intéressante, parce que c'est bien d'y investir, mais c'est tout aussi bien de pouvoir l'utiliser. La finance décentralisée pour en comprendre les moindres recoins, la tokenomics qui est quand même l'économie des tokens, qui est une science quand même relativement rare, et on est les rares à pouvoir transmettre des informations là-dessus, et depuis peu quelques formations aussi en conseil en développement IA. Vous avez aussi des professionnels, c'est-à-dire que globalement, si vous désirez d'investir, l'une des meilleures solutions est aussi tout simplement de se faire conseiller à des conseillers en patrimoine qui aujourd'hui ont fait les virages technologiques. Je pense notamment à lui, Alexandre de Froissart, que vous avez l'occasion de recevoir ici. Effectivement, il y a des CGP qui s'y mettent de plus en plus. Il y a Laurent Auvion aussi qui vient sur ce plateau qui disait que voilà, il avait du mal à convaincre ses collègues, notamment CGP, en leur disant mais attendez, vous êtes peut-être en train de passer à côté de la meilleure classe d'actifs en 2023. Mais il y en a qui s'y mettent. Pas assez encore, mais il y en a qui s'y mettent. Il y en a qui s'y mettent et ils passent souvent effectivement chez Alira. Il y a aussi Alpin Capital, où une partie non négligeable du personnel a été formée chez nous. Et puis aussi, si à un moment donné, ce n'est pas en tant qu'investisseur ni en tant que professionnel, moi j'ai tendance à dire qu'effectivement, Bitcoin, les blockchains et tout cet écosystème-là a un véritable intérêt intellectuel, un intérêt culturel. C'est une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir le monde qui se développe. Et pour cela, vous pouvez effectivement lire Alice au pays des cryptos, mais il y a aussi tout un mouvement qui a suivi un tout petit peu la création d'Alice, qui s'appelle les cryptocultures, qui sont des livres pour des enfants, qui sont des livres pour des personnes, des thrillers qui mettent en fait, ce sont des histoires ou tout simplement des histoires tout à fait ordinaires, mais dont on va dire la narrative tourne autour de Bitcoin, tourne autour des blockchains, des cryptos, comme n'importe quel autre type de narrative.